Alors évidemment, dans le contexte actuel, c'est un chiffre qui ne passe pas inaperçu, ces tensions évidemment entre Israéliens et Palestiniens, tensions également politiques intérieures après l'affaire de Douma et le poignardage lors de la Gay Pride. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Denis Charbit, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Juste un mot court d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Ça vous surprend ou pas de voir que, en espace d'un an, les demandes, alors évidemment c'est pas la majorité, mais c'est quand même plusieurs centaines de Palestiniens de Jérusalem-Est qui veulent devenir israéliens. C'est étonnant pour vous ? Non, je pense que c'est signe pour eux, je dirais, à la fois du désespoir, c'est-à-dire le fait qu'ils ne pensent plus qu'un jour une Palestine indépendante avec comme capitale Jérusalem-Est verra le jour, et donc, faisant la part de leurs intérêts, préfèrent garantir les droits dont ils peuvent bénéficier en obtenant la nationalité israélienne. C'est une manière aussi peut-être de défier l'État d'Israël. Dans quelle mesure saura-t-elle ouvrir les bras à ceux qui le demandent et qui ne sont pas juifs? Emmanuel Navon. Depuis 1967, les résidents de Jérusalem-Est ont le statut de résident et ont la possibilité de demander la citoyenneté israélienne. Et c'est vrai que certains l'ont fait, beaucoup ne l'ont pas fait. Entre autres à cause de la pression sociale et politique. Comme l'a dit votre reportage, ils sont souvent traités de traîtres, mais eux savent très bien quelle est la situation du Proche-Orient. Ils ont des yeux, ils voient ce qui se passe autour dans le Proche-Orient d'aujourd'hui. Ils savent quelle est la situation des droits, des libertés en Syrie ou ailleurs. Donc ils savent que si qu'on s'approche ou pas d'un accord, et on a de bonnes raisons d'être sceptiques, ils préfèrent être du bon côté, comme l'a dit votre reportage, en termes de droits, de liberté. Et semble-t-il qu'il y ait moins de pression peut-être sociale aujourd'hui sur ceux qui font cette demande de citoyenneté et qui deviennent citoyens à part entière d'Israël. Alors, il y a un climat politique, on l'a dit, très lourd. On a vu cet après-midi à la Knesset un débat qui était prévu sur le fanatisme, les fanatismes, après ce qui s'est passé à la fois lors de la Gay Pride à Jérusalem et à Douma. Ce débat n'a pas eu lieu car des partis politiques de droite notamment ne sont pas venus. La gauche s'est emparée un petit peu du dossier. La droite proteste contre cette indignation sélective. Vous avez l'impression que c'est devenu une affaire politique. Ça n'aurait pas dû l'être, Denis Charbit, ces deux drames qui viennent de se produire? Il est normal que des actes qui ont une signification politique, qui ont une signification sur la manière dont on conçoit l'espace public, il est normal qu'elles suscitent des interprétations polémiques, des querelles, des débats. Là, on a une longue affaire parce que, d'un côté, j'ai envie de dire qu'on n'a pas cessé depuis les dernières années de fustiger, de morigéner, de brandir l'extrême gauche comme les traîtres, puisque nous aussi on a ceux qui en Israël désignent les traîtres, alors que quand on considère le seul critère du passage à l'acte, c'est-à-dire quand des comportements, des attitudes, des opinions conduisent à des actes violents, il faut bien reconnaître que le bilan de la gauche et de l'extrême gauche, dont je ne fais pas partie, mais il faut bien le constater que son bilan est, au regard des passages à l'acte violent, est honorable, là où le bilan à l'extrême droite et à l'extrême droite religieuse s'alourdit de plus en plus. Ça n'a pas commencé la semaine dernière. On va commémorer au mois de novembre 2015 le 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, et je pourrais citer des noms de Émile Greenspach qui remontent même encore avant. Et il est évident que, un jour, et ça dans un contexte, je terminerai là-dessus, dans un contexte où depuis 1977 à 2015, la gauche a été au pouvoir pendant 10 ans à peine. J'inclus aussi Ehud Olmert du centre. Alors, ils ont le pouvoir et ils ont des marges, à leur marge, ils ont des forces politiques qui sont peut-être pas très organisées, mais qui n'hésitent pas à passer à l'acte. Et là, dans une conjonction qui fait frémir, puisqu'on a eu la Gay Pride, on a eu Douma, et on a eu, il y a un mois, rappelons-le, l'église près du lac de Tibériade qui a flambé, avec dans un laxisme, même si je ne conteste pas l'indignation sincère de la classe politique, d'une manière générale, et de l'opinion publique en particulier. Emmanuel Navon. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Lorsqu'on parle de droite et de gauche, on parle de différentes familles idéologiques. Lorsqu'on parle des horreurs monstrueuses qui ont lieu ces derniers jours, cela, bien entendu, dépasse le clivage droite-gauche. C'est condamné par tout le monde. Et encore une fois, aussi bien le poignardage qu'il y a eu lieu à Jérusalem. Je vous rappelle que l'assassin de Jérusalem
On peut ni le qualifier de droite ni de gauche. C'est un ultra-orthodoxe qui ne reconnaît même pas l'existence du pays. Donc je ne vois pas quel est le rapport avec les opinions politiques. C'est un fanatique. Qui se croit. Oui, mais cela n'a rien à voir avec le débat entre la droite et la gauche. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le débat politique entre droite et gauche. Il y a des partis religieux en Israël, si ça n'a rien à voir avec la politique. La religion a affaire avec la politique en Israël, vous le savez. Vous savez très bien que le débat politique entre droite et gauche, lorsqu'on parle d'un fanatique qui pense qu'il agit au nom d'un ordre divin et qui tue quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec lui, cela n'a rien à voir avec le clivage droite-gauche. Le fait qu'il y ait des partis politiques en Israël, entre parenthèses, les partis religieux en Israël ne suivent pas forcément le clivage droite-gauche. Le parti Chasse, par exemple, ou les partis ultra-orthodoxes en général, sont justement flexibles sur leur ligne idéologique, se sont joints dans le passé aussi bien des gouvernements de droite que de gauche. Donc par conséquent, qualifier l'assassinat qui a eu lieu à Jérusalem la semaine dernière par cet ultra-orthodoxe comme quelque chose de lié à la droite, c'est vraiment de la démagogie. Lui-même, encore une fois, ne s'identifie pas comme appartenant au clivage droite-gauche. Il ne reconnaît même pas l'existence d'Israël. En ce qui concerne le meurtre horrible qui a eu lieu également à Douma, c'est une frange d'extrémistes et de malades. Encore une fois, le petit-fils de Kahana qui a été arrêté, lui-même parle de mettre fin à l'existence de l'État d'Israël. Donc ce sont des gens qui sont complètement au-delà du consensus national, des débats. Comme l'extrême gauche est au-delà du consensus de la gauche. Je veux dire, chacun on a affaire à nos propres marges. Les nôtres peuvent aller voir Goldstone ou faire une exposition à Zurich pour dire regardez comme nos soldats se comportent, etc., etc. Quand on fait l'examen comparatif des franges de l'extrême gauche, des franges du nationalisme. Si vous voulez qu'on fasse un compte macabre de tous les meurtres et des attentats commis par les mouvements d'extrême gauche trotskistes en Europe. Non, mais on n'est pas en train de parler de l'Europe, on parle d'Israël. Dans le monde en général. Je veux dire par là, des meurtres, des assassinats politiques, il y en a eu aussi bien à l'extrême droite. Je ne vois pas l'intérêt de faire ce compte macabre. Pourquoi pas? Parce que je ne vois pas l'intérêt de faire un compte macabre dans la mesure où... Pas du tout. Mais bien entendu. En quoi parce que c'est la logique, je dirais, de l'occupation. Quel est le rapport avec l'occupation? Je vais vous dire quelle est l'occupation. Encore une fois, l'assassinat qui a eu lieu à Jérusalem, le personnage en je parle de il ne reconnaît pas l'existence de l'État. Alors vous faites des amalgames. Ne faites pas d'amalgame. Je veux dire par là, soit Alors, quand les musulmans le disent en France, c'est pas bien, mais quand les juifs le disent à propos de leurs juifs, non, c'est pas... Comment ça, quand les musulmans, j'ai pas compris. Non, quand en France, on dit « Ah, il y en a marre d'entendre ce discours, surtout ne confondons pas tous les musulmans, etc. » Là, on trouve ça un peu excessif, mais en revanche, il faut l'employer. Je ne fais pas d'amalgame, je n'ai pas dit que tous les orthodoxes... Je dis ceci, très clairement. Vous savez, on a tous sans exception, gauche, droite, hommes, femmes, etc., on a tous des préjugés. On a tous, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, des modèles dans lesquels on se réfère et des contre-modèles. Okay ? Ce que je veux dire, c'est quand il y a des gens qui considèrent que l'homosexualité, ce n'est pas bien. Okay, et pour qui c'est un dogme. Alors que dans le camp libéral, on va peut-être vouloir que son enfance en soit préservée, mais on ne va pas considérer que c'est un péché devant l'Éternel. Quand on considère que le Palestinien est inférieur, et il est inférieur pas parce que vous le considérez comme inférieur, mais parce qu'il est dominé. Au nom de qui vous parlez? Quand vous dites « on considère », qui c'est on? Encore une fois, vous faites des généralités, des amalgames. Vous pensez que les religieux, par définition, sont tolérants à l'égard de l'homosexualité? Mais encore une fois, il faut distinguer entre deux choses. Entre le passage à l'acte et la conviction. Pas seulement le passage à l'acte et la conviction. On peut très bien, pour des convictions personnelles, ne pas approuver d'un certain comportement, mais ne pas penser que c'est du devoir de chacun de l'influencer, ou que c'est même du devoir de l'État de l'influencer. Ce sont deux choses différentes. Vous avez tout un discours depuis des années à côté d'une libéralisation, heureusement, en acte, mais qui concerne le public laïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël, tous les milieux confondus, on est nettement plus tolérant vis-à-vis des minorités homosexuelles et lesbiennes qu'on ne l'était il y a 20 ans. Ça, c'est indéniable. Il n'empêche que dans les milieux religieux, c'est une sorte d'axe sociétal, n'est-ce pas, qui divise ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais quand on est aussi dogmatique sur cette question-là, si vous voulez, quand on déplace la question du sacré, non pas sur les aliments permis et les aliments interdits, non pas sur les lieux sacrés et les lieux qui sont, on va dire, ordinaires ou laïques. Quand on déplace cela sur des comportements humains, il y a effectivement un risque à un tel passage à l'acte. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui exige la réflexion. Là, encore une fois, vous faites une confusion parce qu'il faut distinguer, encore une fois, entre les croyances de chacun et vouloir les imposer par le biais de l'État, dans les deux sens d'ailleurs. Parce que vouloir imposer également
la légitimation et la standardisation de l'homosexualité par le biais de l'État, c'est également essayer d'utiliser l'État pour un agenda politique. Mais quand vous prenez par exemple certains, il y a des mouvements en Israël qui essaient d'utiliser la violence pour que les gens ne mangent pas de viande, pour les obliger à être végétaliens ou végétariens. Je veux dire par là, que l'on soit dogmatique et que l'on soit violent dans son idéologie pour des questions de sexualité ou d'alimentation, ça existe à droite ou à gauche, mais ne faisons pas d'amalgame. Encore une fois, ces crimes, effectivement, sont le produit d'idéologies extrémistes qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec la religion. C'est une perversion. C'est une perversion. D'accord, mais c'est comme l'islamisme, quand on dit c'est une perversion de l'islam, ça revient au même. S'il y a un moment, on ne balaye pas devant chez soi, c'est ce qu'on réclame les musulmans. C'est une perversion qu'il faut lutter. Oui. Contre laquelle il faut lutter. Mais elle naît du cœur de cette conviction. Quand le type en question a dit sur quoi il se base pour poignarder, il a cité le passage de la prière « Allez-nous », les idoles, il faut les extirper. Alors bien sûr que c'est du fondamentalisme. Je ne dis pas que tous ceux qui lisent cette prière-là automatiquement se lèvent le lendemain matin pour aller poignarder. Je dis qu'il y a un discours politique qui a été récupéré par le chasse, qui a été pour parler de ces gens-là comme des malades mentaux, comme des gens qui doivent se faire soigner, etc. Quand ça prend dans l'enceinte politique, pas dans les feuilles de chou qu'on distribue dans les synagogues, et encore ça aussi ça peut compter, quand on génère ce discours-là, eh bien il ne faut pas s'étonner. Quel discours et qui génère? Encore une fois, vous faire des généralisations. Quel discours et qui génère? Mais il n'y a pas longtemps, Mergui à propos des Arabes, je peux citer Amsalem, Razan. Donc il y a une violence du discours politique alors qu'ils sont au pouvoir. Dès qu'un politicien dit quelque chose de bête, il représente tout le monde. Non, mais il peut créer un climat qui permet... Prenez cette Irgun Leava, cette organisation qui a manifesté contre le mariage d'un juif avec une... Je veux dire, l'école qui a brûlé. Je veux dire, là, il y a des actes. Alors, il suffit de dire, ce sont des brebis galeuses, ce sont des exceptions, ils n'ont rien compris au judaïsme, je veux bien, c'est une défense apologétique que je comprends. Mais c'est une défense apologétique. Mais si, puisque vous les assumez à tout le monde. Je veux dire par là, si vous voulez dire qu'il représente une majorité, il représente tout le discours religieux. Alors d'accord. Pourquoi les islamistes fanatiques, ce sont une majorité des musulmans? Non. Et pour autant, il faut dissocier, il faut effectivement veiller à ce que ce soit dissocié. Et je ne vois pas ici de remise en cause. Je pense qu'il y a une remise en cause, je pense qu'il y a une condamnation très large. Mais encore une fois, cette condamnation, elle existe en Israël. Je pense que la réaction de la société israélienne dans son ensemble a été saine. Mais encore une fois, ne faisons pas d'amalgame et de généralisation. Alors, on n'aura pas le temps d'aller plus loin, c'est dommage, c'était intéressant. Merci Denis Charvet, j'aurais voulu vous parler aussi de ce qu'avait dit Bibi aujourd'hui, mais la prochaine fois. Merci Emmanuel Navon. Journal complet dans un instant avec Sarah Gaudron. On va se retrouver, nous, dans une dizaine de minutes avec notamment en invité le père d'une des victimes de Mohamed Merah, le soldat Abel Chenouf. Son père, Albert Chenouf, sera avec nous. À tout à l'heure.